Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Le président du Faso à Dakar, où se tiennent les sommets de la CEDEAO et de l'UEMOA, rencontre précédée de discussions à bâton rompu avec la communauté burkinabé vivant au Sénégal. Les constructions illégales se multiplient à Ouagadougou. Des promoteurs immobiliers n'hésitent pas à braver les interdictions du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour réaliser leurs projets. C'est le sujet du dossier de Harouna Maré. Mohamed Ali a perdu son dernier combat. Le plus grand boxeur de tous les temps s'est éteint hier à l'âge de 74 ans après avoir lutté 32 ans contre la maladie de Parkinson. Le président du Faso est arrivé hier à Dakar pour prendre part à deux sommets. Il s'agit de ceux de la CEDEAO et de l'UEMOA. Roch Marc Christian Kaboré a, dès son arrivée, entamé des consultations bilatérales avec ses homologues de la sous-région. C'est ainsi qu'il a rencontré le président guinéen Alpha Condé pour discuter de la situation sécuritaire dans la sous-région. Reportage de nos envoyés spéciaux Salif Belem Dramandadian. Roch Marc Christian Kaboré foule le sol sénégalais pour la première fois en tant que président du Faso. Accueilli au pied de son avion par son homologue Macky Sall, il participera samedi et dimanche aux travaux des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Deux rencontres consacrées aux questions économiques et surtout aux crises qui secouent actuellement la sous-région ouest-africaine. La question est préoccupante et les présidents burkinabés et guinéens en ont parlé avant même l'ouverture du sommet prévu ce samedi. À l'occasion des grandes réunions que nous aurons sur 2 jours à Dakar, c'est toujours une occasion et un plaisir de rencontrer également nos aînés et de pouvoir échanger avec eux, autant sur la situation de nos différents pays que sur l'ordre du jour que nous avons. En marge de ces sommets, l'agenda présidentiel prévoit toujours d'autres entretiens bilatéraux avec ses pairs, mais également avec d'autres personnalités internationales. Mais avant d'échanger avec les chefs d'État de la sous-région, le président du Faso a rencontré les Burkinabés vivant au Sénégal. Rencontre à bâton rompu pour évoquer la situation nationale et relever les préoccupations de la communauté burkinabé, et elles ont été nombreuses. Salif Belem Dramandadian. Le président du Faso à la rencontre des Burkinabés vivant au Sénégal. Loin du pays, mais ici la diaspora a le cœur qui bat pour la mère patrie. La communauté burkinabé vivant au Sénégal a été fortement affectée par les attentats lâches, barbares et cruels qui ont endeuillé notre vaillant peuple, notamment le 15 janvier 2016 et tout récemment le 31 mai 2016. Les ressortissants burkinabés au Sénégal réaffirment donc leur engagement à soutenir toute initiative visant à sécuriser le Burkina et à lutter contre le terrorisme. Un face-à-face avec le président Kaboré, c'est pour eux une première depuis son élection à la magistrature suprême. Pour les prochains scrutins au Burkina, ils plaident donc qu'une vieille promesse soit tenue, celle du vote des Burkinabés de l'extérieur. Réception 5 sur 5 au plus haut sommet de l'État. Ça fera la 15e année que nous promettons la chose que nous ne réalisons pas. Et il n'y a pas de raison qu'au Burkina nous ne puissions pas le faire, alors que le Mali, le Niger, tout le monde le fait. Donc il n'y a aucune raison. Alors donc, c'est un travail en tout cas qui est en cours, et je peux vous assurer qu'en 2020, les Burkinabés de l'étranger participeront au vote. Difficiles conditions de vie et la question des bourses d'études. Les étudiants ont aussi apporté le cahier de doléances au président Roch Marc Christian Kaboré, actuellement en séjour à Dakar, pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA. Signature d'un accord bilatéral entre le Burkina et le Danemark, il vise à mettre en œuvre l'engagement de l'accès à la justice et à la promotion des droits humains, un programme d'un coût de près de 3,5 milliards de francs CFA. Il devrait permettre aussi de renforcer les capacités des services de sécurité et les membres des initiatives locales. Mokhtar Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. C'est parti pour la deuxième phase de l'engagement de développement, accord entre le Burkina et le Danemark. Après 2 années d'expérimentation dans le Sahel,
Ce programme intitulé « Contribuer à améliorer l'accès local à la justice et à la promotion des droits humains » va s'étendre à 2 autres régions, le Nord et l'Est, et ce jusqu'en 2020. Cet engagement vient à point nommé, en ce sens qu'il va permettre de renforcer les capacités des services de sécurité, des membres des initiatives locales de sécurité, dans un contexte marqué par la recrudescence du grand banditisme et du terrorisme. D'un montant global de près de 3,5 milliards de francs CFA, ce programme, au-delà de soutenir les structures de sécurité, vise aussi à faire des droits humains et la sécurité l'affaire de tous dans ces zones. C'est un grand honneur pour moi de signer la Convention de l'effectivité des droits humains et crédibilité de la justice, qui signale la continuation d'une coopération étroite depuis 2008 avec le ministère qui s'appelle aujourd'hui le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Le ministre de l'administration territoriale et celui de la justice ont interpellé les bénéficiaires à jouer pleinement leur rôle. Pour eux, ce n'est qu'à ce prix que la mise en œuvre de l'engagement sera un succès. Coopération bilatérale dans le domaine des transports. Elle a été explorée hier par le Burkina et le Niger. Les ministres des 2 pays ont examiné l'état de mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la lutte contre la surcharge routière. A été aussi examiné le projet de boucle ferroviaire exécuté par le groupe Bolloré alors que le concessionnaire initial était Africa Rail. Kosun Koulibaly, Olopoda. Experts nigériens et burkinabés se concertent pour la marche de l'histoire, celle de la réalisation du projet de la boucle ferroviaire. Ce programme d'interconnexion ferroviaire régionale qui devrait à l'origine relier Niamey, la capitale du Niger, au chemin de fer existant du Bénin, du Burkina Faso et du Togo est aujourd'hui victime d'un péril judiciaire. Et pour cause, le concessionnaire Africa Rail assigne des États souverains pour des griefs du fait que le Niger et le Bénin aient signé un accord avec le groupe Bolloré pour la réalisation de la section de ligne Parakou-Dosso-Niamey. De la création en 2002 à nos jours, Africa Rail, malgré les avantages, malgré les subventions des États, n'a pas posé un mètre de rail. En un an, depuis que le Niger et le Bénin ont signé, avec le groupe Bolloré, nous avons vu réaliser 140 km de rail entre Niamey et Dosso. Au menu de cette séance de travail entre les 2 parties, l'état de mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la lutte contre la surcharge routière. Nous constatons qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre intégrale de ce règlement. Et nous avons, de concert avec notre pays frère du Mali, demandé à l'UEMOA si d'ici la fin juin, il peut convoquer une réunion des ministres de l'UEMOA et du Ghana et de la Guinée pour que nous puissions revoir. Cette réunion technique matérialise le renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le Burkina Faso et le Niger dans le domaine du transport. L'Arabie Saoudite apporte sa contribution au respect du mois du Ramadan. Le royaume saoudien a remis au programme alimentaire mondial PAM 36 000 tonnes de dattes. Ce don est destiné aux réfugiés maliens qui vivent dans des camps au nord du Burkina comme à Mentao. Alidou Badini, Ruth Bini, Ouattara. Une signature, une poignée de main, voici ainsi matérialisé un acte de solidarité. 36 000 tonnes de dattes pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est un geste du Centre d'œuvre humanitaire Roi Salman Abdelaziz de l'Arabie Saoudite au programme alimentaire mondial. Le seul sentiment qui prévaut aujourd'hui, c'est ce sentiment de solidarité que le Royaume a exprimé vis-à-vis des réfugiés, surtout à la veille de ce mois sacré de Ramadan. Et cette assistance dépasse le cadre alimentaire et rentre déjà dans un cadre purement moral et religieux surtout. Ce centre entend ainsi tendre une main secourable pour soulager les 30 000 réfugiés maliens vivant dans les camps de Goudebo et de Mantao dans le Sahel. La valeur de ce don est estimée à environ 54 millions de francs CFA.
Ça rentre dans le cadre des œuvres du centre Salman Ben Abdelaziz pour aider les personnes nécessitées, surtout qu'à ce moment difficile. Donc le centre a lancé une opération pour les aides, toutes les personnes nécessitées dans le monde, y compris aussi au Burkina Faso. L'acheminement de cette denrée a été facilité par les autorités burkinabées. Elle vient en complément d'assistance que les réfugiés reçoivent du PAM. Après transport à Dori, la distribution devrait commencer autour du 20 juin. Il n'est pas rare de voir des habitations sorties de terre dans des zones inondables où des constructions se poursuivent en dépit de l'interdiction du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. À Ouagadougou, les promoteurs immobiliers et autres commerçants ne reculent devant rien pour ériger des bâtiments. Ces actes d'incivisme se multiplient et restent impunis. Et pourtant, les sanctions pécuniaires sont bien chiffrées. Le tour de la question avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mare. Des constructions illégales à l'appel dans la ville de Ouagadougou. Aux abords du pont du canal du parc urbain Bangrewego, des parcelles en plein chantier. Pourtant, il est formellement interdit d'y construire. L'associé du promoteur de cette propriété, qui s'étale sur plus de 8000 m², dit ne pas comprendre cette décision du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministère, à ce jour, ne peut pas ignorer les démarches déjà qu'ils ont à leur niveau, dont ils ont donné leur avis favorable. À ma connaissance, je sais que ça a été attribué par un décret présidentiel. On a déjà fait objet d'investir plusieurs millions sur ce que vous voyez sur le terrain, mais en dehors de ce qui est sur le terrain, parce qu'il y a des partenaires déjà qui sont en jeu à l'heure actuelle. C'est de l'ordre d'un demi-milliard actuellement d'un projet qui est en train de s'effectuer à ce niveau. Hors micro, le propriétaire de ce chantier, situé de l'autre côté du canal, nous explique que le terrain lui aurait été cédé par un propriétaire terrien. Mais pas un mot sur le montant de la transaction et les papiers. Un ancien membre de la commission d'attribution des parcelles nous confie néanmoins que lors des travaux du canal, plus d'une centaine de parcelles, plus espèces sonnantes et trébuchantes, ont servi à dédommager les résidents. En dépit de l'interdiction griffonnée sur les murs, les travaux se poursuivent de plus belle. Ici, nous sommes effectivement le long des abords du canal du parc Bangrewego, qui a été aménagé à coût de milliards et pour lesquels les abords avaient été retenus dans le cadre d'un aménagement paysager et dont le projet même existe déjà. Il n'est pas prévu que ce soit occupé de façon illégale et que ce soit traité de cette manière-là. Il y a un projet là-dessus qui n'a rien à voir avec ce que vous avez constaté. Et donc, du coup, je pense que nous sommes dans un travail illégal que les gens sont en train de faire et pour lequel nous allons certainement avoir à revenir en arrière. Même constat au quartier 1200 logements où cet espace vert a été détourné à d'autres fins. Ici, non loin du rond-point de la Femme, ces ouvriers bravent également l'interdiction pour achever ce magasin. Pourtant, le promoteur ne dispose pas de permis de construire selon la direction générale de la construction. Le jardin Nyenenga, dans le premier arrondissement, lui a été éventré de sa verdure pour faire pousser ses murs. À la périphérie de la ville, précisément à Rayongo, la situation n'est pas non plus reluisante. Cet établissement en finition a été construit dans la zone inondable, matérialisé ici par ses bornes. Des lieux de culte ne font pas l'exception. Pourtant, les auteurs risquent gros. La loi prévoit d'abord, dans un premier temps, que ceux qui l'ont occupé illégalement libèrent immédiatement les lieux. Et tel que vous avez vu, il est évident que c'est des destructions qu'on sera amené à faire. Et ça sera d'abord à leur charge. Ensuite, ils vont être sanctionnés pécuniairement jusqu'à hauteur entre 1 et 2 millions. Les inondations du 1er septembre 2009 et les cas d'effondrement d'immeubles ont-ils véritablement servi de leçon aux populations? Le gouvernement a décidé de sévir. La deuxième phase du projet d'humanisation des opérations minières et de promotion de la responsabilité sociale des entreprises minières a été lancée hier. Ce projet est porté à bout de bras par le réseau Afrique Jeunesse. Il vise à valoriser les entreprises minières performantes qui prennent en compte l'homme et son environnement dans leur développement. Issaka Ouedraogo, Kati Sanogo. Le réseau Afrique Jeunesse veut jouer sa partition dans le secteur minier au Burkina. C'est dans cette optique qu'il a initié un projet dénommé « Projet d'humanisation des opérations minières et de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises minières au Burkina Faso ». La deuxième phase du projet qui a été lancée
vise essentiellement à promouvoir les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale, mais surtout à encourager les sociétés minières à initier des grands projets de développement durable en adéquation avec les besoins des populations. Et nous aurons souhaité qu'au-delà des contrats qui lient les sociétés minières à l'État, qu'au-delà de ces actions contractuelles-là, les entreprises minières s'engagent fortement à mener des activités, des actions d'accompagnement des populations, à leurs demandes bien sûr, mais surtout qui répondent aux besoins de stabilité de la région. Pour mener à bien ce projet, l'ONG Diaconia a remis au réseau Afrique Jeunesse un chèque de 84 millions de francs CFA. Il y aura toute une série d'ateliers, d'abord pour harmoniser même le concept de la RSE au niveau des compagnies minières. Et ensuite, il y aura également des outils qui expliquent davantage qu'est-ce que c'est que la RSE et comment est-ce qu'elle doit être mise en application. Et ces outils aussi seront partagés avec la population pour qu'ils puissent comprendre exactement, faire la différence entre obligations contractuelles des entreprises minières et actions de développement. D'une durée de 5 ans, le projet compte toucher directement les populations riveraines des communes rurales abritant une exploitation industrielle de l'or. 500 jeunes volontaires burkinabés sont prêts à servir sur le terrain du développement. Ils ont été formés aux valeurs de citoyenneté, de solidarité et de paix. Ces jeunes ont la charge de véhiculer ces valeurs dans les structures d'accueil. Leurs interventions se feront dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'environnement. Paul David Bambara, Estelle Judith Assogba. La première vague de volontaires nationaux recrutés au titre de l'année 2016. Au nombre de 500, ces jeunes ont été formés sur le civisme et le volontariat. Ils ont prêté serment et s'engagent solennellement à se conduire partout où ils seront affectés en dignes et loyaux serviteurs. Merci dans un esprit de volontariat pour la promotion des activités de développement. Contribuer à résoudre les problèmes sociaux. Comme la loi le prévoit, la loi portant institution d'un corps de volontaires au Burkina Faso, chaque volontaire doit être formé, notamment dans les valeurs du volontariat. C'est l'occasion justement de leur inculquer toutes ces valeurs, de les former également sur le civisme pour que justement ils puissent être des vecteurs de certaines valeurs, paix, solidarité au sein même des structures dans lesquelles ils mèneront leur mission de volontariat. Ils sont aptes à servir dans le domaine de la santé, l'agriculture, l'éducation, l'appui à la décentralisation et à la protection de l'environnement. Nous avons préparé un programme pour le post-volontariat pour voir dans quelle mesure le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion et de la Formation professionnelle pourrait toujours accompagner ces jeunes-là vers leur insertion socio-professionnelle. La mission de volontariat est un travail de patriotisme dans un esprit de total désintéressement. Et ces jeunes promettent d'être les dignes défenseurs du volontariat dans leurs différentes structures d'accueil et partout où ils seront. Je suis le plus grand, le plus fort, le plus beau, ou je vole comme un papillon et pique comme une abeille. L'auteur de ces phrases choc, c'est bien Mohamed Ali. Le plus grand boxeur de tous les temps est décédé hier à l'âge de 74 ans. Le triple champion du monde des poids lourds s'est éteint à Phoenix après avoir lutté pendant plus de 30 ans contre la maladie de Parkinson. Mohamed Ali est décédé. Il avait 74 ans. Cela faisait 32 ans qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il était hospitalisé à Phoenix depuis jeudi pour un problème respiratoire. Son porte-parole avait annoncé alors qu'il se trouvait dans un bon état de santé. Le séjour devait être de courte durée. Pourtant, vendredi dans la soirée, plusieurs médias américains ont indiqué que l'ancien boxeur était dans un état grave. Il souffrait depuis plus de 30 ans de la maladie de Parkinson et avait été hospitalisé à 2 reprises, en 2014 et 2015, pour une pneumonie et une infection pulmonaire. Il débute sa carrière professionnelle en 1960 avant de devenir champion du monde en 1964 contre Sonny Liston. En tout, il sera champion du monde des poids lourds 3 fois. Son éternel rival, le boxeur George Foreman, a déclaré sur Twitter avoir perdu une part de lui-même. Mohamed Ali sera enterré à Louisville, sa ville natale dans le Kentucky. De son vivant, Ali était déjà une légende. Son sens de la répartie, ses engagements politiques ont fait de lui bien plus qu'un boxeur. Il s'éteint à 74 ans. Son surnom, il se l'était lui-même choisi et personne n'a jamais trouvé rien à redire. Aux yeux de tous, Mohamed Ali restera comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire.
Pour son palmarès, bien sûr, mais aussi pour son style peu orthodoxe et pour sa verve acérée. En 1964, il n'a que 22 ans et déjà un titre olympique en poche quand il devient champion du monde des lourds en terrassant Sonny Liston, pourtant réputé invincible. Son sens de la formule « je vole comme un papillon et je pique comme une abeille », son arrogance, avant chacun de ses combats il prédit à quelle reprise il enverra ses adversaires au tapis, contribue à faire parler de lui, tout comme sa conversion à l'islam. Oubliez le Cassius Clay de Louisville dans le Kentucky, il change de nom pour se faire appeler Mohamed Ali. Et il rejoint la controversée Nation de l'Islam avant de prendre ses distances avec Malcolm X. Il refuse aussi de servir dans l'armée américaine et de prendre part à la guerre du Vietnam. Sport de façon joyeuse, les étalons sont à Moroni pour affronter les Kolankantes des Comores. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Au match aller à Ouagadougou, les étalons l'avaient emporté 2-0. Les deux équipes évoluent dans le groupe D. Reportage de nos envoyés spéciaux Urbain Sommet et Jérôme Tiendrebeogo. À jour J-1 pour la confrontation Comores-Burkina Faso, il n'y a pas d'ambiance particulière dans les rues de Moroni, comme vous pouvez le constater derrière moi. Alors, cela dénote-t-il d'un certain désintérêt des supporters de Selakante pour ce match? Certainement pas. Devant le Burkina, je me rassure que on va vous battre. Regroupé ici à Itsandra Hotel, l'un des plus huppés de la capitale Moroni, Paulo Duarte et ses garçons sont bien conscients de l'enjeu de cette confrontation Comores-Burkina Faso. Je pense que les joueurs sont bien. Franchement, à part tout ce problème, les joueurs chaque jour progressent dans la confiance, progressent dans l'esprit de groupe. Et je pense qu'ils sont conscients que demain c'est une opportunité pour tout le monde d'être encore présent dans une phase finale de la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas eu de séance ce matin pour Paulo Duarte et ses poulains. La prise de contact avec la pelouse synthétique du stade Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, c'est ce soir à 16h, heure locale, 13h, temps universel, l'heure du match donc demain dimanche. Les hebdomadaires de la semaine analysent les résultats des élections municipales qui ont été remportées par le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Les journaux reviennent également sur la disparition de 57 véhicules du parc auto de la présidence. Touboum Evelyne Dabiré. La présidence du Faso serait à la recherche de 57 véhicules qui auraient disparu de son parc automobile à la fin de la transition, informe Gigi. L'opinion publie dans ses colonnes l'immatriculation des véhicules recherchés et affirme « Simon recherche le cheval sur lequel il est assis, car, poursuit cet hebdomadaire à l'adresse du ministre Simon Compaoré, les 6 V8 flambant neuves que vous ne retrouvez pas sont avec l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida et certains véhicules sont actuellement au premier ministère, dont utilisés par Paul Kaba Thieba. Gigi revient à la charge. L'opinion souhaiterait savoir également si les nombreux 4x4 qui ont accompagné Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 étaient répertoriés dans le parc de la présidence et s'ils sont tous rentrés au parc après le départ du PF déchu. Mais lorsqu'on observe les numéros d'immatriculation des 57 véhicules dont fait cas le communiqué, on se rend compte que certains ont été immatriculés depuis plus de 10 ans. Ce ne sont donc pas de nouvelles voitures en tant que telles et on spécule sur leur état. Autre sujet analysé par vos journaux, la victoire aux élections municipales du MPP. Vers l'État MPP, interroge Gigi. Pour ce journal, la composition de ces structures laisse entrevoir une sorte de mainmise du parti présidentiel sur les institutions du Faso. Peut-on pour autant évoquer l'existence d'un État MPP, comme on a étiqueté d'État CDP l'ère de Blaise Compaoré ou d'État RPR la présidence de Jacques Chirac? Pour l'opinion, si rien n'est fait pour arrêter la machine, on s'achemine inexorablement vers la fabrication d'un parti-État. C'est ainsi que se referme le journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi en notre compagnie.